le chef de l'État, à l'occasion de la présentation des vœux, a soulevé un point très précis qui concerne le fonctionnement de l'administration. Et je rappelle simplement ses propos. Il a dit « Il me revient que certains agents de la fonction publique cherchent à ramener et intensifier les pratiques du passé liées au détournement de fonds et à l'exigence de rétrocommission. » Il a ajouté, à l'intention du chef du gouvernement que je suis, « Je vous instruis de mettre à contribution la justice pour mettre un terme à ces pratiques d'un autre âge. » Ce sont des instructions claires. Si je ne vous remissais pas aujourd'hui, je serais en faute. Parce que c'est une instruction qui a été donnée publiquement par le chef de l'État sur un point qu'il a indexé de façon très claire. En réalité, pour lancer la réponse au point évoqué à l'instruction que le président de la République a donnée, j'ai pensé qu'il fallait partir de l'organisation actuelle de l'État et de deux textes que vous connaissez. Il s'agit d'abord du décret 378 du 26 mai 2000 qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement des instructions générales des services dans les ministères. Il s'agit ensuite d'un texte qui a complété ce décret un peu plus tard, qui est la loi 20-2005 du 3 janvier 2006. Dans le secteur privé, il existe une fonction d'audit interne. Le rôle de l'auditeur interne est de vérifier que l'entreprise fonctionne selon des normes qui ont été établies en respectant l'ensemble des procédures. Lorsque le décret 378 a été pris, je voudrais vous lire l'article 3 de ce décret. Il a été dit « L'inspection générale des services est chargée de contrôler et de suivre la régularité de l'activité de l'ensemble des services relevant de son département. » L'alinéa qui suit précise « Elle est également chargée de préparer et de mettre à jour les manuels de procédure ainsi que les manuels d'organisation des services du ministère en collaboration avec le secrétariat général du ministère concerné. » Alors ma première question est, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints, où sont vos manuels de procédure? Qu'en est-il? Puisque le texte qui vous crée dit que vous êtes chargé de l'élaboration des manuels de procédure. Commençons donc par le commencement. Où sont ces manuels de procédure? Parce que s'ils n'existent pas, on a la réponse à la première question qui est posée. Pourquoi y a-t-il autant de dérives dans les ministères? Parce que la question n'est pas est-ce qu'il y a des dérives? Vous avez entendu l'affirmation du chef de l'État, je l'ai répétée en la lisant pour être sûr de dire ce qu'il a exactement exprimé. Donc, pourquoi y a-t-il autant de dérives? Parce que, en réalité, comme une rivière sort de son lit, la quasi-totalité des inspecteurs généraux, inspecteurs, vous êtes sortis du texte qui vous crée pour aller vers des pratiques qui n'ont rien à voir avec les missions qu'on vous a données. Dans la plupart des cas, les inspections des services sont mêlées à la gestion. Comment pouvez-vous être juge et partie? Votre rôle, ce n'est pas de participer à la gestion. Votre rôle, c'est de dire que le courrier a été bien écrit, qu'il a été bien enregistré, que les délais de réaction du ministère sont de bons délais, que les personnes qui ont engagé des ressources de l'État ont bien répondu, que les politiques qui sont déclinées ont-elles l'objet
d'instructions précises, etc. C'est ça votre rôle, de faire le constat que ça ne se passe pas bien et de faire les préconisations destinées à corriger la trajectoire du ministère. Mais si vous êtes, en tant qu'inspecteur, mêlé à la gestion, mais comment pouvez-vous alors vous mettre à l'abri de l'irrégularité? Et n'êtes-vous pas les premiers concernés par les rétrocommissions dans ce cas-là? Parce que ce n'est pas vous que ça concerne en premier lieu. À savoir, pour qu'un texte avance, pour votre visa, pour que le visa soit là, pour que vous voyez ce qui vous revient, etc., etc. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je suis obligé de soulever. Une fois qu'un problème a été évoqué, il faut l'affronter. Le fait est que on parle de plus en plus dans notre administration et le président n'a fait que rendre public un fait que l'opinion publique partage. À l'occasion des vœux, j'ai soulevé une question. Combien d'entre vous, combien de ministères se contentent d'accuser réception de l'aide qu'ils reçoivent? Simplement accuser. J'ai reçu, nous avons traité le dossier. Combien? Si on fait le point, dans la plupart des cas, presque personne. C'est-à-dire le d.a.b.a. de l'administration. Celui qui fait courir le délai de réclamation de l'usager, du justiciable ou du contribuable ou de l'administré, celui qui fait courir son délai, dès lors que vous n'accusez même pas réception, ben la personne n'est pas en capacité de dire « je vous ai écrit à cette date et le délai de 3 mois ou de 4 mois est révolu, donc je suis en droit de… » Vous déniez le droit aux citoyens d'exercer les recours qu'ils ont le droit de faire. Mais qui doit relever cette anomalie? Ce sont les inspections de service. Et l'inspection de service est l'entité qui doit, y compris vis-à-vis du ministre, faire remarquer que son courrier est en retard, que les délais de réponse au courrier ne sont pas respectés, ou que le traitement du dossier est anormal. Mais si vous ne faites pas ce travail, qu'est-ce qui va éveiller l'attention du ministre, l'attention du directeur, des secrétaires généraux, l'attention des directeurs généraux pour savoir que la simple opération de réponse, d'accusé de réception et de réponse n'est pas réalisée. Mais si on n'accuse pas réception, à plus forte raison le traitement du contenu des problèmes qui sont évoqués. Dans beaucoup de cas, on répond avec légèreté, de façon qui doit être désinvolte, en se disant de toute façon, content ou pas content, ça ne change rien. Il s'ensuit que le résultat de notre administration n'est pas bon. Voilà la conséquence. Si nous ne sommes pas capables de répondre, nous ne sommes pas capables d'entretenir le dialogue qui doit se faire à juste titre entre les gens qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de la conduite au quotidien des dossiers, et les gens qui s'adressent à l'administration, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qu'ils soient des petits, des grands ou des simples citoyens, ceux qui attendent une réponse. Quand je vois le nombre de personnes qui se massent devant les bâtiments de la primature pour venir soulever un problème, les gens viennent s'asseoir. Mais nous avons écrit, attendez-moi, il n'y a pas de réponse, etc., etc. Vous alimentez la contestation. Donc, nous sommes en pleine dérive. Et nous dérivons alors que nous disposons des outils, nos aînés, les décrets de 2000, certains d'entre vous ne travaillent peut-être pas encore, ou d'autres étaient des jeunes fonctionnaires, etc. Mais le décret et les lois de 2000, ça veut dire qu'il y a 25 ans, des gens ont réfléchi à cette question avant nous et ont balisé le terrain. Et quand ils ont balisé le terrain, ils ont défini les couloirs dans lesquels nous devons fonctionner. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Nous avons à évoluer à l'intérieur d'un couloir qui nous a été décliné par les textes qui ont été pris avant nous. Et ces textes ont été pris pour résoudre un problème. Ça veut dire que les questions que nous avons aujourd'hui, elles sont déjà posées dans le passé. Et pour les résoudre, on a décidé de faire les textes, soit une loi, soit un décret, soit un arrêté. Comment se fait-il que ces lois, décrets et arrêtés soient foulés aux pieds par les uns et les autres? Comment voulez-vous être efficace si nous sommes dans cette situation? C'est ça le début. La plupart des gens, des inspecteurs,
généraux, adjoints, etc., tout le monde se focalise sur les crédits. Mais les crédits devraient être la cinquième roue du carrosse. Ça devrait être la fin. Quand on a vérifié que les procédures permettant d'engager les crédits sont respectées, que les projets dont on parle sont justifiés, que ces projets-là ont eu un début d'exécution, qu'ils donnent quelque chose. C'est à ce moment-là que l'on peut aller vers l'argent. Or, dans ce jeu, on va mettre le budget en place. Dans les jours qui viennent, j'ai signé les documents que le ministre des Comptes publics m'a envoyés dans la semaine. Eh bien, dès que les crédits seront ouverts, les gens vont se précipiter pour consommer les crédits. Mais on consomme sur quoi? Quelle est l'efficacité de l'argent qu'on met pour conduire tel projet? Mais c'est vous, les inspecteurs, qui devriez pouvoir dire c'est efficace ou ce n'est pas efficace. La façon même dont on construit le budget de l'État est un scandale. Combien de projets sont reproduits à l'identique et les ministres, comme ceux qui sont devant moi, qui sont arrivés au gouvernement il y a 2 semaines, découvrent que les budgets ont été reconduits. Ils ne connaissent pas l'origine de ces crédits. L'origine des lignes qui sont inscrites là. Ce sont les instances permanentes des ministères, les services permanents qui ne bougent pas beaucoup. C'est eux qui savent quel est le contenu de tels projets, de telles lignes, de tels engagements. Et qui savent, par conséquent, à quoi ça sert ou à quoi ça ne sert pas. Mais qui doit relever cette anomalie? Ce sont bel et bien les inspecteurs généraux et inspecteurs adjoints et inspecteurs tout court. Et pourquoi êtes-vous inspecteur? Parce que vous êtes supposé avoir accumulé une expérience suffisante qui vous permet de comprendre le fonctionnement normal de l'ensemble du ministère et de ne pas tomber dans le premier piège qui peut se poser devant vous. Vous avez normalement l'expérience qui vous permet de comprendre comment ça marche. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne doit pas avoir à l'inspection des gens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans de maison, 2, 3 ans, 4 ans de carrière. Ils n'ont pas leur place là. S'ils y sont, ils ne devraient pas y être. On doit les sortir de là. L'inspection, c'est normalement la case où les gens qui ont fait déjà une carrière, qui ont maintenant accumulé de l'expérience, peuvent être au service de tout le ministère pour éviter les dérapages, les hésitations, les mauvais virages. Donc ce sont des gens, comme on dit dans le jargon, qui ont de la bouteille. Ce n'est pas des apprentis. Comment se peut-il que nous dérabions à ce point? Et j'aime poser cette question. Je la pose ici, je la pose pour d'autres raisons. Quand on regarde l'administration gabonaise, comparé à d'autres pays, le niveau de qualification dans l'administration gabonaise est très élevé. Vraiment élevé. On trouve des gens bien qualifiés dans la quasi-totalité des ministères. Quand je dis bien qualifié, c'est vraiment bien qualifié. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous avons placé les curseurs au mauvais endroit. Et les gens qui devraient faire un certain type de travail se défilent, ne font pas ce travail. Ils ne le font pas. Un inspecteur général, c'est quelqu'un qui a sa carrière derrière lui, il n'a pas à avoir peur de dire ce qu'il voit. Mais s'il l'exige avant que telle opération ne soit validée, qu'on vienne la lui présenter parce qu'il a besoin de mettre son visa ou une approbation, ça veut dire qu'il se met automatiquement l'accord de coupe. Les gens qu'il va contrôler les tiennent. Voici la raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin. À la fois, pour vous rappeler ce que le chef de l'État a dit il y a 3 semaines, ce n'est pas une innovation ou une invention de ma part. Donc, je vous rappelle ce qu'il a dit il y a 3 semaines. J'interpelle votre conscience que ce qui est en train de se faire, ça ne peut pas continuer, ce n'est pas bien. Et je vous mets en garde. Le président a dit, je vous instruis de mettre en contribution la justice pour mettre un terme à cette pratique d'un autre âge. Avant que nous en arrivions à ces excès, à ces extrémités, il faut que vous vous ressaisissiez. La corruption a plusieurs formes. La corruption, c'est le fait de trafiquer un dossier et de ne pas, à l'occasion de l'examen d'un dossier, laisser la place à la personne qui l'amène.
c'est déjà la corruption. La corruption, c'est le fait de prendre le dossier qui est en haut, qui doit être traité maintenant, et de le mettre en bas en disant celui qui est venu derrière m'a donné une incitation, ou bien c'est un parent ou c'est un ami, et donc je vais traiter son dossier qui est en bas de pile avant le dossier. C'est de la corruption. C'est tout ça, les ensembles de comportements qui vont dans le sens de la corruption ou qui constituent de la corruption. La corruption, c'est le silence que vous observez quand vous voyez une anomalie et que vous commencez à écrire des notes qui sont ambiguës. Là, je m'adresse aux secrétaires généraux et les inspecteurs généraux et inspecteurs qui laissent passer ces notes et qui ne font pas remarquer que les notes ne sont pas claires, ne pointent pas les problèmes. Vous êtes dans la corruption aussi parce que vous venez de mélanger la chèvre et le chou. Vous ne voulez pas mécontenter quelqu'un parce que la fois d'après, il ne vous partagera pas les prébends. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes une administration de gens bien qualifiés, je le répète. Nous ne sommes pas au niveau où nous devrions être. En termes de qualité de service. Et même en termes d'équipement. Dans la quasi-totalité des ministères. Vous allez vous promener, vous trouvez les gens en train de jouer les ordinateurs qu'ils ont. On parle du ministère de la fonction publique et du remplacement des capacités. Mais combien de personnes demandent à participer à un stage de 2 semaines, 3 semaines pour mieux maîtriser le logiciel Word ou bien le logiciel Excel, pour être capable de mieux faire PowerPoint, etc., pour être simplement capable d'être plus performant sur l'outil que l'on a. Mais tous les ans, on demande de nouveaux équipements. On dit qu'il n'y en a pas assez. Mais quand on fait le rapport de ce qui a été acheté pendant les 3-4 dernières années et de ce dont on dispose, on voit qu'en réalité, si on voulait travailler, on s'en sortirait, et même bien. L'année dernière, j'ai remis les DCRH. Et je leur ai demandé quels étaient les effectifs dans le ministère. Même le chiffre des effectifs dans les ministères était un problème. Les DCRH avaient un chiffre, les secrétaires généraux avaient un chiffre, les ministres avaient un chiffre. Dans le même ministère, comment peut-on imaginer cela? Si on n'est pas capable simplement, dans un ministère, de dire combien il y a de personnes, alors qu'est-ce qu'on peut contrôler dans le ministère en question? Comment faites-vous l'évaluation des gens? Il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, on était noté tous les trimestres. Il y avait une notation, tous les trimestres. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les militaires continuent à évaluer leur personnel. Alors, pourquoi les militaires évaluent les leurs et les civils n'évaluent pas les leurs? Pourquoi? C'est la même administration, c'est la même caisse qui paye. Et celui qui paye a le droit d'évaluer celui qui le paye. Qui doit évaluer? Qui doit contrôler que l'évaluation se fait de façon objective? Ce n'est pas pour les inspecteurs généraux et adjoints et les secrétaires généraux. Que faites-vous de vos évaluations? Où est-ce qu'on en est? Comment sait-on qu'on atteint les objectifs qu'on s'est assignés? S'il n'y a pas une évaluation, chacun fait comme il veut et l'année se termine et chacun se dit, bon, l'année est terminée et alors? Mais au bilan, qu'avez-vous fait? Et qui doit faire cette évaluation? Faut-il vraiment que quelqu'un arrive de l'extérieur? Oui, on va aller chercher, je ne sais pas quelle société en Europe, en Amérique et même dans d'autres pays africains pour venir nous donner la leçon. Mais vous avez les compétences pour faire ces évaluations. Elles existent chez nous. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Vous les avez. Si vous ne les aviez pas, je me dirais, bon, puisqu'ils n'ont pas, allons chercher dehors. Mais elles existent chez nous. Alors, comment ça se fait que ça ne marche pas? Il y a un problème. Je suis venu vous dire, sur la base des instructions que le chef de l'État m'a données, que j'attends en premier lieu que les inspecteurs généraux, inspecteurs me donnent dans les différents ministères ce que dit l'article 3 du décret 378, c'est-à-dire les manuels de procédure d'organisation des services dans les différents ministères où vous trouvez. Vous avez 60 jours pour me déposer ces manuels. Si je ne vous les avais pas dans 60 jours, vous êtes relevé de vos fonctions. Je vous assure que je vais faire préparer le texte qui vous relève immédiatement. À partir d'aujourd'hui, je les prépare. Il me restera seulement à remplir le nom.
je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est où vous déposez le manuel, où vous êtes parti. On va commencer comme ça. Manuel de procédure et manuel d'organisation de services. Et ensuite, les secteurs généraux. Vous avez 60 jours pour me déposer un système de notation de vos agents. 60. Si je ne l'ai pas à la fin du mois, 60 jours, vous êtes parti. Vous me donnez une évaluation, un système d'évaluation dans votre direction, comment vous évaluez les gens. Un système objectif. Le copinage, la camaraderie ne nous rendent pas service. Ils affaiblissent notre administration et ils affaiblissent les performances que nous pouvons avoir. Nous sommes un petit pays en population. Puisque nous sommes petits, nous sommes obligés d'utiliser la pleine puissance de la totalité de nos ressources humaines pour obtenir des résultats. Nous n'avons pas les moyens de laisser les gens comme ça avec de faibles rendements. Ce n'est pas à notre portée. Je vous rappelle que juste à côté de nous, la compétition va s'intensifier. On parle de ces marques, on parle de ci. Mais il faut qu'avec le nombre de personnes que nous avons, avec la population que nous avons, nous ayons des rendements et des productivités qui soient au minimum à la hauteur, sinon au-dessus de ce que nos voisins ont. Si nous avons l'ambition d'être à l'égal de nos voisins, mais ça, ce n'est pas une ambition. Notre ambition devait être en tête des autres. C'est qu'une seule ambition. Eux aussi cherchent à être en tête. Mais nous, chez nous, nous aussi, on doit dire nous serons en tête. Et être en tête, c'est purger l'administration de ces mauvaises pratiques. Donc, je vous donne 60 jours. Et le compte à rebours commence aujourd'hui. 60. Pour que vous me déposiez les manuels de procédure et les manuels d'organisation pour ce qui est des inspecteurs généraux et pour les secrétaires généraux, que vous me donniez un système de notation de vos personnels. Comment évaluer vos personnels? Quel est le système que l'on met en place? Qui soit un système ouvert, équitable et qui ne souffre pas de contestation parce qu'on aura noté le cousin, la cousine, le copain, la copine, etc. Non, ça doit être quelque chose de clair. Alors, 60 jours. Si on n'a rien dans 60 jours, je vous répète, ma position est claire. Dans 60 jours, on fait un mouvement complet. Tous les gens qui ne sont pas à l'heure, hop, on les change. Il faut que les choses, avant qu'on aille devant les tribunaux, c'est un peu loin, on va commencer par ce qui est à notre portée. La seconde chose que je vous demande aux inspecteurs, c'est de sortir de tous les circuits de gestion financière du ministère. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Vous êtes des auditeurs et un auditeur ne participe pas à la gestion. Il audite, il regarde. Il ne gêne pas l'exécution, ce n'est pas son rôle. Il signale que ça marche ou ça ne marche pas. Il signale dans un rapport qui l'anomalie, il la signale. Il la décrit, il la signale. Il dépose son rapport. J'attends tous les mois, à partir de maintenant, la copie du rapport des inspecteurs généraux de services. Vous déposez une copie directement chez le ministre et une copie directement chez le Premier ministre. Je veux une copie de vos rapports tous les mois. Et ça commence ce mois qui va démarrer là en février. Fin février, je veux vos rapports. D'ailleurs, nous sommes le combien? On est le 28. Bon, vous n'avez pas eu le temps ce mois de janvier, mais février. Je veux voir ces rapports, je veux les voir. Vous les déposez en copie directe au cabinet du Premier ministre. Et je vais voir. Si vos rapports sont complaisants, vous êtes parti. Si c'est une question de complaisance, vous êtes parti aussi. Mais si ce sont des règlements de compte que vous voulez faire, ça ne sera pas mieux. Prenez de la hauteur. Un inspecteur, je répète, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui parle objectivement pour le service, parce qu'il veut que son ministère se présente mieux dans la compétition, dans la contribution à l'évolution du pays. Donc, ce n'est pas un outil de règlement de compte, ni un outil de protection des amis. C'est un rapport froid, objectif. Et ce n'est pas la fin de me faire des rapports de 100 pages. Voici les raisons pour lesquelles je vous ai appelé ce matin. Je vous ai appelé pour un sursaut. Nous avons en interne la capacité, quand je dis en interne,
à nous-mêmes Gabon. On n'a pas besoin d'attendre que le Fonds monétaire vienne, ou bien que la Banque mondiale, ou que la Banque africaine, ou que le PNID, ou bien que qui que ce soit vienne pour nous faire la leçon. Enfin, ayez un peu de dignité. Et ils ont fait 15 écoles que vous n'avez pas faites. 15 écoles, ils ont fait que nous tous là, nous n'avons pas fait. Pourquoi faut-il que ça vienne de dehors pour qu'on nous faire la leçon? Pour quelle raison? Si ça ne vous touche pas, moi ça me touche. Donc, je compte sur vous. Et je répète, nous nous donnons un délai de 60 jours pour voir tout ça là. Sauf pour les rapports, là nous sommes à 30-33 jours. J'attends le premier rapport au 30 février. En ce qui concerne le pensionnement des services. Voilà la raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin. Certains trouveront que j'ai parlé un peu fort, mais il y a un moment où vous pouvez savoir parler en fonction de ce qui est dit. Et je vous répète, si nous avons un chef au-dessus de nous qui nous fait remarquer que quelque chose se passe dans les services que nous commandons, c'est déjà une anomalie. Nous-mêmes, nous aurions dû voir que quelque chose ne tourne pas. Mais dès lors qu'il le signale maintenant, alors nous devons réagir. Et nous devons réagir, non pas dans plusieurs mois. On doit réagir maintenant. J'ai vu et entendu, lu des journalistes qui, évidemment, après le discours du chef de l'État, ont commencé à expliquer que, bon, c'était une parole comme ça, que le gouvernement ne ferait rien pour essayer de lutter contre cette dérive, etc., etc. C'est à lui de faire mentir des gens qui sont dans ces pronostics. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Nous avons 3 outils. D'une part, la lettre du chef de l'État. D'autre part, le décret 378. Et enfin, la loi 20-2005. Mesdames, Messieurs, je compte sur vous pour ne pas être obligé de mettre exécution ce que j'ai dit, mais croyez-moi, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Et je n'ai pas de raison d'hésiter. Et je ne suis pas concerné par les émotions dans ce genre de situation. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, ça veut dire que vous voulez me faire échouer. Et si vous voulez me faire échouer, vous devez payer le prix et non pas moi payer à votre place.